Moi, c'est Rémi Carayol, je suis censé être le modérateur, on va dire l'animateur de cette discussion, qui est intitulée Comment finit Barkhane, mais au-delà de cette question, on va essayer peut-être de voir quelles sont les leçons à tirer à la fois de cette opération, mais aussi de la fin de cette opération. On pourra aussi se poser une question beaucoup plus large. Comment se finit une guerre, entre guillemets, antiterroriste? Est-ce qu'elle se finit un jour? Par quel biais on pourrait la finir? On va peut-être aussi aborder les questions de l'après, même si ça sera aussi l'enjeu de la seconde discussion. Alors, pour parler en ce début d'après-midi, on va commencer par Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Je pense que beaucoup d'entre vous ici le connaissent. Je vais quand même le présenter rapidement. Marc-Antoine est politiste, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Il a été rédacteur en chef de la revue Afrique contemporaine durant quelques mois, chercheur associé à Chatham House, notamment, et puis donc il est spécialiste des conflits armés en Afrique de l'Ouest, notamment la région du lac Tchad, avec la question de Boko Haram, et la région du Sahel central. Marc-Antoine est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment plusieurs nous intéressent, mais un qui nous intéresse particulièrement. Il a publié en 2020 Une guerre perdue, la France au Sahel. Donc là, on est en plein dans notre sujet. Son intervention portera sur les raisons, je le cite, qui peuvent expliquer le bilan confisqué des échecs de Barkhane. Et après Marc-Antoine, on passera à Rebecca Mignon-Madavi, qui a un CV très très long, je vais essayer de le résumer. Elle est assistante professeure à l'école de droit de Sciences Po, Paris. Anciennement, elle était directrice de programme et maîtresse de conférences en droit international à l'université de Manchester. Elle est titulaire d'un doctorat à l'école des hautes études de sciences sociales et à l'Institut universitaire européen, spécialiste du droit international public, des théories du droit international. Ses travaux portent sur la gouvernance sécuritaire à l'ère digitale, et Rebecca a notamment travaillé, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai connue, sur la question des frappes aériennes, et notamment de ce que l'on appelle des frappes signatures, peut-être qu'on en parlera. Et elle s'est intéressée à un certain nombre de frappes qui ont été menées par l'opération Barkhane, notamment en 2020-2021. Son intervention portera sur les enjeux juridiques soulevés par l'intervention militaire de la France au Sahel, et plus largement, en fait, elle s'interrogera sur les rapports de la France au droit international, une question qui se pose aujourd'hui avec acuité. Voilà, donc je vais donner la parole d'abord à Marc-Antoine, qui va dresser un peu le tableau de la situation. Il a 15 minutes à peu près pour son intervention. Merci Rémi, je crois qu'il faut que j'appuie sur un bouton. C'est bon, vous m'entendez? Parfait. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à ce colloque. Il n'y a finalement pas tellement d'espace pour qu'il y ait un débat public sur Barkhane, alors que c'est une opération militaire majeure pour notre pays, puisqu'on estime que la moitié des effectifs de l'armée française sont passés par le Mali au cours des dernières années. Donc c'est vraiment fondamental, y compris dans l'expérience au combat de notre institution militaire. Moi, je vais plutôt avoir une présentation sur effectivement les raisons qui peuvent expliquer pourquoi on parle si peu de Barkhane maintenant, quoi qu'il en soit de l'actualité brûlante par ailleurs, et pourquoi ce bilan est confisqué. Et je vais mettre devant vous quelques hypothèses que je vais partager. Mais avant cela, je voudrais revenir aux prémices de Barkhane, donc l'opération Serval qui démarre en janvier 2013. À l'époque, le président François Hollande liste beaucoup d'arguments pour justifier l'engagement de notre armée dans ce qui est à l'époque quand même la plus grande opération militaire à l'extérieur de la France depuis la guerre d'Algérie. Donc c'est quand même pas rien. Entre 4 et 5 000 soldats vont être déployés sur le Mali. Donc parmi les arguments, il y a la question des otages, il y a la question du terrorisme évidemment. Et puis à un moment, il cite aussi, et puis vous comprenez, dans le nord du Mali, il y avait des massacres de femmes et d'enfants commis par des groupes djihadistes. Ah bon? Il y avait des massacres d'enfants et de femmes par des groupes djihadistes? Il y en a eu après.
d'intervention militaire française. Avant, personnellement, je n'en ai pas eu connaissance, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est le fait qu'aucun journaliste en France n'ait levé le doigt en disant « Monsieur le Président, excusez-moi, mais vous faites référence à quel massacre, ça a eu lieu quand, où, comment? Est-ce qu'on a des précisions ?» Non. Quand le président George Bush est intervenu en Irak en 2003, il n'a pas fallu attendre un mois pour que les médias américains commencent à s'interroger. « Monsieur le Président, je ne comprends pas, vous aviez dit qu'il fallait renverser la dictature de Saddam Hussein parce qu'il y avait des armes de destruction massive, où sont-elles ?» Un massacre par des groupes djihadistes de femmes et d'enfants dans le nord du Mali, il n'y a pas un doigt qui se lève. Alors, moi je fais le constat, rétrospectivement, que nos alliés britanniques et américains, leurs parlementaires ont été beaucoup plus pugnaces quant aux interventions militaires en Afghanistan, en Irak, en Libye, et leurs rapports d'enquête sont très très critiques. Permettez-moi d'en citer quelques morceaux choisis, parce que je les trouve très valables pour ce qui est de l'opération Serval. Par exemple, concernant l'Irak en 2003, à l'époque Tony Blair est au pouvoir, et les Britanniques, les parlementaires britanniques, lui reprochent d'être intervenu en Irak, alors que Saddam Hussein, je cite, ne représentait pas de menace imminente, que, je cite, toutes les alternatives pacifiques n'avaient pas été épuisées, et que le gouvernement avait, je cite, sous-estimé les conséquences de son intervention militaire. Rebelote à propos de la Libye, cette fois c'est la Commission des Affaires étrangères du Parlement britannique qui critique David Cameron en lui reprochant d'avoir exagéré les menaces contre les civils en Libye et finalement d'avoir mené une action militaire, je cite, fondée sur des postulats erronés et une compréhension incomplète de la situation. Je crois que ces conclusions valent très bien pour l'opération Barkhane. Alors nous avons eu en France deux rapports, essentiellement, l'un sur Serval en avril 2013, la Commission des Affaires étrangères du Sénat, avec à l'époque les co-rapporteurs étaient Jean-Pierre Chevènement et Gérard Larcher, et puis on a eu un rapport en février 2021, à la fin de Serval, avec comme co-rapporteurs mesdames Serène Mauborgne et Nathalie Serre, de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale. Ces deux rapports relèvent plus de la géographie que d'une analyse critique de la situation et du pourquoi du comment de ce qui était donc le plus grand engagement militaire de la France en dehors de son territoire, outre-mer, depuis la guerre d'Algérie. Donc cet exercice, en fait, cet exercice de bilan, il n'a pas été fait. Alors qu'est-ce qui explique ce silence assourdissant à propos de Barkhane, sur les échecs de Barkhane? Et je dis bien les au pluriel parce que ce sont des échecs qui revêtent plusieurs dimensions. Il y a un échec militaire, puisque la gangrène djihadiste n'a cessé de s'étendre pendant l'opération Barkhane sur le territoire, les territoires concernés par le G5 Sahel. Un échec politique, un échec diplomatique, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Qu'est-ce qui explique ce silence assourdissant? Je pense qu'on peut formuler trois principales hypothèses, il y en a sûrement des hypothèses secondaires également. La première, je ne vous apprendrai rien en la mentionnant, vous le savez, il y a un dispositif constitutionnel en France qui est assez particulier au sein de l'Union européenne, où finalement le président peut seul décider d'une opération militaire à l'extérieur, sans pour cela avoir l'approbation du Parlement. C'est seulement au bout de 2 mois que, effectivement, les parlementaires vont ratifier ou autoriser, disons, le prolongement d'une opération extérieure. Donc il y a cette spécificité française, avec aussi le fait que traditionnellement les affaires étrangères font partie du domaine régalien de l'Élysée, ce qui peut expliquer pourquoi les parlementaires se sont peut-être auto-censurés ou dessaisis de ce regard critique sur la conduite des hostilités et le bilan qu'on pouvait en tirer. Une deuxième hypothèse très forte, c'est la question du terrorisme djihadiste, qui provoque à chaque fois une forme de sidération et qui ne permet pas vraiment la critique, à moins d'être aussitôt traité d'islamo-gauchiste ou de tout ce que vous voudrez. Alors, moi, ce que j'ai observé en janvier 2013, c'est que peut-être qu'il y avait une sorte d'unanimité, tant à gauche qu'à droite à l'époque, pour approuver. Il y avait un élan patriotique en disant qu'il était absolument nécessaire d'intervenir dans le nord du Mali et qu'il en tenait, ça relevait de l'intérêt national. Alors, faut-il rappeler quand même qu'aucun des groupes de la zone n'a jamais commis d'attentat outre-mer. Donc ça n'a rien à voir avec la menace que faisait peser Al-Qaïda depuis l'Afghanistan, qui est effectivement un mouvement global, ou bien encore l'État islamique en Irak et en Syrie, où des jeunes Français quittant les banlieues allaient combattre sur la zone, puis revenaient dans l'Hexagone.
On n'est pas du tout dans ce domaine-là, pour ce qui est des groupes djihadistes au Sahel. En revanche, on pouvait se poser la question de se dire, si on intervient militairement et qu'on leur tape dessus, peut-être qu'ils auront envie de se venger en commettant des attentats outre-mer. Je ne sais pas si cette question a été soulevée à un moment à l'Élysée, au moment de la mise en place de l'opération Serval qui allait déboucher sur Barkhane. Ce sera très intéressant de lire les archives par les historiens, mais pour cela, il faudra attendre plusieurs décennies, mais j'espère être encore là pour pouvoir les étudier de près. En tout cas, voilà, cette question du terrorisme a quand même pas mal figé le débat. Ça a beaucoup pénalisé ceux qui pouvaient avoir un regard critique. Bon, j'irai pas plus loin dans le détail. Et puis, la troisième hypothèse que je fais, c'est qu'il y a effectivement quand même une relation très spécifique de la France à ses anciennes colonies africaines. C'est ce que d'aucuns appellent la France-Afrique, quoi qu'il soit du nom qu'on va lui donner. C'est vrai qu'il y a un sentiment peut-être de surpuissance où la France avait une mission à conduire dans l'espace francophone de l'Afrique, avec des capacités qui ont certainement été surestimées, parce que le fond du problème n'était pas militaire, mais bien politique. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et je trouve assez étonnant qu'il ait fallu attendre 7 ans, jusqu'en 2020, pour que le président Macron dise, vous savez, on ne peut pas se substituer à des États défaillants. Ah oui, mais le constat était déjà fait en 2013. On savait déjà que c'était des États défaillants. Ne serait-ce que par leur appareil sécuritaire et leur appareil militaire, parmi tant d'autres choses, la justice, l'éducation, la santé et tout ce que vous voudrez. Et donc, c'est un peu étonnant de le dire seulement 7 ans après, alors même que la situation était effectivement déjà très très grave au Mali. Alors, ça pose à mon avis des questions aussi sur, et là je ne suis pas compétent parce que moi je suis un spécialiste des conflits au Sahel, mais pas du fonctionnement de la vie politique française, mais je pense que ça pose de vraies questions sur le fonctionnement de l'Élysée, de sa cellule africaine, et du mode de prise de décision d'une opération extérieure sans étude sérieuse de sa faisabilité, et des résultats qu'on peut en attendre. Soyons clairs, dans la zone, le djihad n'est qu'un symptôme de la crise des États. C'est une conséquence de la crise des États où des imams, des protestataires vont se saisir de l'islam pour légitimer un discours de contestation qui souvent tourne mal, effectivement, il tourne à l'affrontement physique, pour légitimer donc un discours de contestation contre des élites perçues comme néocoloniales, corrompues, autoritaires, et donc déclarées impies en reprenant un registre religieux. Le djihad, la menace djihadiste aujourd'hui au Sahel, c'est pas une conséquence. C'est pas, pardon, une cause de la crise des États. Bien sûr, ça met en évidence la fragilité des États, mais fondamentalement, c'est d'abord la crise des États qui a abouti à cette situation où finalement on s'est saisi de l'islam pour contester des pouvoirs qui étaient délégitimés. Et là, je crois qu'il y avait quand même une étude à faire qui pose de sérieuses questions aussi sur nos coopérations militaires et pas seulement nos interventions militaires, qui est sur l'état des forces de sécurité dans la zone, des forces de défense et de sécurité et de leurs supplétifs miliciens, puisque, il faut le savoir, les forces gouvernementales, qui incluent donc les supplétifs miliciens, tuent plus de gens que les groupes djihadistes désignés comme terroristes, ce qui pose de vraies questions sur leur capacité de stabilisation dans la zone. On a quand même suffisamment d'évidence à ce sujet, avec des bases de données sur le Burkina Faso, sur le Mali, sans même parler du Nigeria contre Boko Haram, où on voit qu'effectivement, mais c'est aussi une loi assez mathématique que l'on a vu dans beaucoup de guerres asymétriques, y compris pendant les luttes de décolonisation, où les forces gouvernementales tuaient plus que les groupes rebelles. Là, on est dans le même cas de figure. C'est pas très étonnant pour tous les spécialistes de la guerre, mais ça pose quand même de sacrées questions, si tant est que un des objectifs des interventions militaires de pays occidentaux, parce qu'il n'y a pas eu que la France, il y a aussi l'Union européenne, soit bien effectivement d'aider à sauver des vies. Mais est-ce que c'était l'objectif? On peut se poser la question, parce que clairement, nous étions associés à des armées nationales qui commettent des crimes de guerre, qui commettent des crimes de sang. Et qui du coup ont contribué à exacerber les hostilités, à les prolonger de deux manières. Parce que les armées ne font pas, et parce que les armées font. Parce qu'elles ne font pas, parce que les troupes gouvernementales et leurs supplétifs miliciens ne protègent pas les civils, qui sont pris entre deux feux, et les malheureux n'ont pas le choix, et finalement ils vont effectivement continuer à ravitailler les groupes djihadistes, parce que s'ils ne le font pas, de toute façon ils seront tués par ces groupes djihadistes. Et parce que l'État ne protège pas ses citoyens pour plein de raisons, ça peut être un problème de capacité, ça peut être un problème de stigmatisation ethnique contre les Peuls au Mali ou au Burkina Faso, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer
Pourquoi l'État ne protège pas ses citoyens? Mais en tout cas, le fait est que les armées ont aussi contribué à prolonger les hostilités parce qu'elles ne protégeaient pas les civils, parce que c'était un cas de figure classique des guerres asymétriques où les armées sont retranchées dans des casernes, dans les villes, le gouvernement tient les villes et la campagne est aux mains des insurgés. Et les troupes régulières ont aussi, qui sont finalement perçues par beaucoup comme des forces d'insécurité finalement, elles ont aussi contribué à prolonger les hostilités, marquant là toutes les limites de l'opération Barkhane. Elles ont aussi contribué à prolonger les hostilités par ce qu'elles faisaient. Les massacres, les exécutions extrajudiciaires, la torture en prison, j'en passe et des meilleurs, qui font que du coup ça a légitimé les groupes djihadistes comme étant des forces de résistance face à des troupes impies, qui plus est associées à l'ancien colonisateur, donc des forces de protection de la Oumma, de la communauté musulmane, face à ces troupes, venus qui de Bamako, qui de Niamey, qui de Ouagadougou. Et puis cette espèce de phénomène aussi où on voit, j'ai pu interviewer certains jeunes qui ont suivi cette trajectoire, où finalement pour se protéger, on se dit qu'il vaut mieux rejoindre le rang des insurgés que de rester dans des villages et d'être raflé arbitrairement, et puis ensuite on revoit personne. Ce qui montre aussi un décalage d'ailleurs dans la formulation des opérations Serval puis Barkhane, qui était très centrée sur la question du terrorisme. Le problème qu'on avait, et c'est tout le problème qu'il peut y avoir sur l'usage du terme terroriste, c'est que les terroristes des uns ne sont pas ceux des autres. C'est-à-dire que dès le départ au Mali, à Bamako, en 2013, la priorité numéro 1, c'est le MNLA, c'est les séparatistes et que ce n'est pas Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc déjà, dès le départ, il y a un déphasage. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la région de Difa, à la frontière du Niger, les villageois vous racontent que le terrorisme est passé dans un village et qu'il a enlevé des jeunes et qu'on ne les a jamais revus. Et par terrorisme, comme le mot terrorisme n'existe pas dans les langues africaines, vernaculaires, en fait, ils font référence aux unités antiterroristes venues de Niamey. Donc ils disent le terrorisme est venu, il a enlevé des gens et on ne les a jamais revus. Ce qui montre bien la confusion et la perception qu'il peut y avoir des forces qui sont censées protéger les civils. Et donc il y a effectivement des jeunes qui se sentaient très menacés, surtout donc des jeunes musulmans, surtout s'ils étaient de sexe masculin, et qui, pour échapper à l'arrestation arbitraire, la mort lente en prison sous la torture ou par étouffement ou par manque de ravitaillement, ont préféré rejoindre les groupes djihadistes. Et puis d'autres qui l'ont fait pour se venger, parce qu'une sœur avait été violée par un policier, parce que le frère, qui n'avait rien à voir avec un groupe djihadiste, avait été exécuté sommairement par un soldat. Tout ceci a largement contribué à perpétuer les hostilités. Et c'était ça le grand défi de l'armée française. Je pense qu'on a confié à l'armée française, dans le cadre des opérations Serval puis Barkhane, et l'un ne se peut pas se comprendre sans l'autre, je pense que vraiment ces deux opérations sont très liées, c'est qu'en fait on demandait à une armée étrangère d'intervenir sur un territoire absolument immense, parce que les pays du G5 Sahel, donc Mauritanie, Burkina Faso, Mali, Niger et Tchad, c'est une surface plus grande que celle de l'Irak et de la Syrie combinée. Donc avec 5000 hommes, se substituer à des États défaillants, patrouiller dans le désert, c'était un peu une cause perdue, si vous voulez, dès le départ. Je pense que la mission de ce point de vue était impossible et qu'il y a eu effectivement une illusion un peu sur le rôle que la France pouvait jouer dans la zone. Alors pour terminer, et je te rassure, je vais m'arrêter là, comme ça on laissera plus de place au débat, je pense que ça pose des questions aussi sur nos coopérations militaires. Quel est exactement leur objectif? Et je n'ai pas vu beaucoup de débats non plus là-dessus en France, sur des formations qui reviennent en fait à former des armées qui commettent des coups d'État, qui commettent des crimes de guerre, qui vont tuer des civils. Qu'est-ce qu'on attend exactement de ces coopérations? Je pense que la question est ouverte et que si on pose la question sur la conduite des hostilités pendant l'opération Barkhane et sur les résultats, qui à mon avis quand même, le bilan n'est pas positif, je pense qu'il faut aussi poser de manière très claire la question du sens de nos coopérations militaires en Afrique, sans même parler du maintien ou non de nos bases au sud du Sahara. Voilà, je termine là-dessus et puis ça permettra d'ouvrir, je l'espère, le débat. Merci de votre attention. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je vais poursuivre directement sur le champ lexical du silence qui a aussi ouvert ta présentation pour répondre à la question de savoir comment finit l'opération Barkhane avec majoritairement un silence
qui a été maintenue tout du long sur le cadre juridique qui régit les opérations, aussi bien sur le plan domestique que surtout à l'international. Alors, petite remarque préliminaire, je vais parler de 2 corpus normatifs qui nous intéressent ici. Il y a ce qu'on appelle, et désolé pour le latin, mais il y a le ius ad bellum, qui est en fait le corpus normatif qui régit l'usage de la force, c'est les justifications pour commencer à user de la force. Et le second cadre juridique, c'est le droit international humanitaire, le ius in bello, donc les règles qui régissent la conduite des hostilités. Et le silence de la France a été assourdissant, aussi bien sur toutes les justifications juridiques qui régissent l'usage de la force, parce qu'en fait, on a vu que l'exécutif a surfé, en fait, a passé quasiment une décennie à surfer sur la justification de l'intervention par invitation, alors que je vais essayer de vous indiquer qu'on pouvait percevoir des traces du narratif de légitime défense préventive. Et je vais vous expliquer pourquoi, même si ce n'est pas du tout la justification officielle, c'est intéressant de déceler ce narratif implicite. Donc aussi bien sur le ius ad bellum que sur le ius in bello, donc sur l'interprétation des règles qui régissent la conduite des hostilités, on a constaté un silence assourdissant. Et alors, pour rebondir sur le débat parlementaire, je crois que la nature de notre régime constitutionnel et de notre constitution explique beaucoup qu'on ait persisté en fait à être assourdi par ce silence-là. Alors, simplement pour prendre un tout petit peu de hauteur avant de décortiquer ces deux points de silence et d'obscurité que je veux décortiquer avec vous, c'est intéressant en fait de voir que ce rapport au droit qui a émergé au fil de l'intervention de la France au Sahel et encore aujourd'hui fait largement écho au rapport au droit de l'exécutif avec l'usage de la force sur la scène internationale. Et c'est un rapport au droit qui est, s'il n'est pas inexistant, à tout le moins affreusement peu rigoureux. Et on le voit avec le rapport qu'entretient la majorité au droit international. On entend depuis quelques semaines l'idée d'un droit à se défendre, j'ignorais que ça existait, d'un droit à répondre, d'un droit à une riposte. C'est aussi ce qu'on peut constater dans le fait qu'on soit apeuré ou effrayé dès lors qu'on qualifie certains faits de crimes internationaux. Donc, dans l'exercice de qualification, ça suscite un espèce d'émoi et une frayeur qui, à mon avis, et c'est pour ça que je le mentionne ici, fait écho au rapport au droit qu'on a pu constater tout le long de l'opération Barkhane. Et puis, c'est aussi ce qu'on a pu voir très récemment dans la logique guerrière infinie dans l'espace et dans le temps, dès lors qu'on parle du contre-terrorisme, qui selon moi a émergé quand a été évoquée la possibilité d'étendre la coalition internationale de lutte contre Daesh en Palestine. Donc voilà, c'est simplement pour mettre dans un contexte plus large de rapport qu'entretient la France au droit international que je fais ce petit propos préliminaire. Donc sur les traces de légitime défense préventive, et sur le fait qu'on ait surfé sur l'intervention par invitation, simplement pour replacer dans le contexte, donc en droit international, il y a un principe majeur qui est la prohibition de l'usage de la force sur le territoire d'un État tiers. Et il existe quelques exceptions à ce principe majeur, en réalité, depuis la Seconde Guerre mondiale, depuis la Charte des Nations Unies, de principes de prohibition de l'usage de la force. On l'oublie souvent. Donc en fait, il y a une série d'exceptions. La première exception, c'est évidemment quand l'État, sur le territoire duquel on fait usage de la force, consent à cet usage de la force. Et c'est pour ça que je dis qu'on a surfé sur cette invitation, parce que c'est vraiment le Graal, en fait. Quand on a envie de faire l'usage de la force quelque part, le Graal, c'est d'avoir l'invitation de faire usage de cette force. Mais il y a aussi d'autres exceptions. Dès lors que, surtout, on aperçoit des doutes sur le bien fondé du consentement qui a été formulé, ou dès lors que ce consentement fluctue, qu'il tend à disparaître, eh bien, se pose la question de savoir quelle autre exception peut encadrer
une intervention militaire. Et ça, c'est à garder en tête pour l'avenir, évidemment, et je fais un lien aussi avec le second panel, pour l'avenir, parce que ça invite à la vigilance, en fait. Dès lors qu'on voit que le consentement se dilue, eh bien, il faut une autre justification pour faire usage de la force. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à notre disposition? Il y a une autorisation du Conseil de sécurité, mais il y a aussi, et surtout, le principe de légitime défense. Un État a le droit de faire l'usage de la force sur le territoire d'un autre État si il existe une attaque armée qui le menace, si ce n'est en ce moment, au moins de façon imminente. Donc, il y a eu un assouplissement au fil du temps de ce droit à la légitime défense, mais il faut néanmoins, et la Cour internationale de justice l'exige encore, il faut néanmoins qu'il y ait un constat d'une menace imminente. Très tôt, en fait, on a vu dans les discours, alors c'est plus tellement le cas maintenant dans la nouvelle loi de programmation militaire, mais dans la précédente, il y avait un rapport qui était annexé, et puis des débats parlementaires qui ont pu révéler ces traces de légitime défense. L'idée, et mon collègue l'a dit juste avant, qu'il y avait une espèce de ramification entre la menace terroriste perçue sur notre sol et vécue sur notre sol, et des différentes poches de menaces terroristes ou de sources de menaces terroristes qui pourraient exister dans le monde. Et donc, il y avait vraiment cette idée de, là, pas simplement la légitime défense telle que je vous l'ai définie, mais l'idée de légitime défense continue. Et là, ressort vraiment, pour faire un parallèle avec ce qui a été évoqué avant par mon collègue, il y a vraiment une espèce d'absorption du narratif qui a été construit par les Américains, sous Obama en particulier, de façon très sophistiquée, l'idée qu'on aurait le droit de faire l'usage de la force en légitime défense préventive sur la base de ce qui a été appelé une menace imminente continue. Donc, le droit exige normalement qu'on identifie une attaque armée imminente, donc que ce soit vraiment matériellement identifié, et donc il y a un élément temporel aussi qui est exigé. Et en fait, pourquoi je dis que ce narratif développé par l'administration Obama est très sophistiqué, c'est qu'ils ont conservé la référence à ces critères-là, mais vraiment en dissolvant, en diluant totalement ces critères, en disant qu'on pouvait, sur la base d'événements passés, déduire une menace imminente continue qui serait posée à un État. Et aussi bien à l'époque de la loi de programmation militaire précédente, aussi bien dans le discours de Florence Parly que dans les discours d'Emmanuel Macron, il y avait cette référence à des attaques passées, perpétrées et vécues sur notre sol, qui nous invitaient à combattre le terrorisme où qu'il émerge. Et peu importe quand, peu importe où. Et donc ces traces de légitime défense préventive, pourquoi qu'elles sont intéressantes selon moi? Parce que déjà ça explique une présence interminable. Dès lors qu'on décide d'intervenir quelque part pour anticiper des menaces, eh bien il y a le risque d'une guerre infinie. Et on a vu, d'ailleurs dans tes travaux Rémi, tu en parles très bien, de l'impression de guerre illimitée, de guerre interminable. La deuxième raison pour laquelle c'est intéressant d'identifier ces traces, c'est que ça soulève aussi des rapports à ce genre de narratif dans d'autres contextes, comme je l'ai identifié en introduction. Et enfin, c'est ça qui est particulièrement intéressant concernant Barkhane plus précisément, c'est que ça nous permet de comprendre le type de stratégie militaire ou le type d'opérations militaires qui peuvent être menées dans une guerre qui a, en tout cas, de façon implicite, même si c'est évidemment pas, et je le rappelle ici, c'est pas du tout le narratif officiel qui a été proposé, mais qui a cette justification, en tout cas implicite. Et quel est le type de guerre qui est menée? Comment est-ce qu'on mène la guerre dès lors qu'on pense intervenir pour anticiper des menaces continues? Eh bien, on mène une guerre d'anticipation. Ça change évidemment le type de frappe qu'on va conduire. Et là, en l'occurrence, je bascule dans l'autre corpus normatif que j'indiquais, donc les règles qui régissent la conduite des hostilités. Ces règles-là, et c'est pour ça que, d'ailleurs, je le souligne d'ores et déjà, même avant la discussion qu'on va avoir, le droit est sujet à interprétation.
C'est pour ça que le silence de la France est particulièrement assourdissant, c'est qu'en fait, dès lors qu'on fait l'usage de la force dans le cadre d'une guerre, il s'agit d'expliquer la façon dont on interprète les règles juridiques. C'est ce que nos voisins, en tout cas au Royaume-Uni, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ont fait les Américains. Il y a un effort qui est tourné vers l'interprétation des règles juridiques. Là, en l'occurrence, ça n'a pas du tout été le cas. En revanche, des références très vagues au respect du droit international ont été formulées. Et donc, dès lors qu'un État explique que toutes les opérations menées sont menées dans le respect du droit international, eh bien la nature des opérations militaires qui sont menées nous en disent long sur les interprétations du droit qui sont faites, qui sont adoptées. Et ces interprétations du droit ont brillé par leur caractère extensif. Quand on voit par exemple que, y compris dans le rapport qui était annexé à la précédente loi de programmation militaire, que l'ennemi est extrêmement vaguement défini, donc en fait la guerre est menée contre les groupes djihadistes dans leur ensemble. Pourtant, le droit international humanitaire exige que soient différenciés les groupes contre lesquels on conduit un conflit armé. Donc, et pourquoi est-ce qu'il y a cette exigence de distinction entre les différents groupes, et ils sont nombreux, on le sait au Sahel, parce qu'en fait, on a le droit de faire l'usage de la force dans le cadre d'un conflit armé que s'ils respectent, que s'ils remplissent certains critères. Donc, c'est seulement si un groupe armé non étatique est suffisamment organisé et qu'il s'engage en tout cas dans des actions d'une violence suffisamment intense qu'on peut considérer être dans le cadre d'un conflit armé contre ce groupe armé non étatique. Et il y a de nombreux cas où ces critères n'étaient pas remplis et que des opérations ont été menées dans la région du Sahel. Donc ça, c'est la première chose, l'ennemi vaguement défini. La deuxième chose, et j'en finirai par là, c'est la logique d'anticipation qui ressort donc de ces traces de légitime défense préventive et en général de toute opération militaire dans le cadre d'une lutte contre le terrorisme, que ce soit sur le plan domestique ou international. Alors il y a une manière très claire d'identifier des cibles légitimes en droit international humanitaire, c'est qu'il faut pouvoir constater qu'un individu participe directement aux hostilités. C'est ce qu'on appelle la participation directe aux hostilités. Dès lors qu'on est dans une logique d'anticipation, en fait, cette caractérisation d'un individu comme participant directement aux hostilités se dilue, voire disparaît, puisque l'idée, c'est précisément d'identifier la cible légitime avant même qu'elle ait été identifiée comme participant direct aux hostilités. Et ce qu'on a vu émerger, à travers notamment des frappes signatures, dont on pourra parler ensuite, c'est l'intention de déceler des comportements, des contextes, donc des éléments vraiment circonstanciels, une légitimité à cibler un individu. Non pas parce qu'il ou elle a été vu comme participant au combat, mais parce que différents éléments contextuels ont pu laisser penser qu'il appartenait, il ou elle appartenait à un groupe armé non étatique, terroriste en l'occurrence. Et donc c'est évidemment par le recours aussi à des nouvelles technologies que cet objectif d'anticipation est visé. Je vais finir par là en soulignant simplement le fait que l'objectif désormais de la discrétion dans la région du Sahel, selon moi, doit nous inviter à la plus grande vigilance par rapport justement à ce qui a pu être appelé des erreurs ou des bavures par le passé pour parler de ces frappes signatures. Parce que justement, l'objectif de la discrétion pousse à l'usage de ce genre de technologie, pousse à l'usage des drones, qui donne aussi l'impression de moins violer la souveraineté des États sur les territoires desquels on conduit des opérations de renseignement. Donc c'est simplement sur cette note de vigilance que j'aimerais terminer, et j'en suis à 13 minutes. J'ai hâte d'avoir la conversation, surtout avec vous. La salle est assez riche, donc je vous remercie pour votre attention. Merci. Je vais juste
poser 2-3 questions, et puis après on passe à une discussion avec la salle, si vous voulez bien. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, Rebecca. En fait, juste pour contextualiser, notamment la question des frappes signatures, il y a eu suspicion en 2021 de quelques frappes qui pouvaient s'apparenter de la part de l'opération Barkhane à des frappes signatures. Évidemment, il y a le cas du bombardement de la localité de Bounty. Il y a aussi le cas d'un bombardement près de la localité de Talatay à cette période. Et avec Rebecca, on avait soulevé cette question-là. Il semble d'ailleurs qu'à la suite de cela, l'état-major ait un peu revu le dispositif de prise de décision de ce genre de frappe. Et en fait, la question que je me pose, c'est, au-delà de ces simples frappes, est-ce que cette logique d'anticipation, y compris dans les frappes, et donc y compris dans des choses très concrètes, c'est-à-dire donner la mort, est-ce qu'elle est consubstantielle à ce que l'on appelle globalement la guerre contre le terrorisme, dans laquelle, il faut quand même le dire, hein, s'inscrivait l'opération Barkhane, même si finalement on a parfois voulu l'inscrire dans un autre type de logique derrière, mais est-ce que c'est consubstantiel à cette notion-là de guerre contre le terrorisme, ou est-ce que ça peut être lié à d'autres types de conflits? Mais je crois que plus qu'une question, je crois que c'est un très bon commentaire, et effectivement, en tout cas, c'est une logique, cette logique-là d'anticipation, parce que on aurait tort de dire que la logique d'anticipation n'existe pas dans d'autres conflits. Évidemment que les militaires cherchent toujours à anticiper. D'ailleurs, dans mes conversations avec certains d'entre eux, c'est toujours ceux qui me rétorquent de dire qu'il n'y a rien de nouveau dans cette idée qu'il faut avoir des longueurs d'avance sur l'ennemi, disons. En revanche, dans la guerre contre le terrorisme, il y a vraiment l'idée. Et d'ailleurs, on voit dans les discours politiques une insistance sur le fait que l'ennemi a changé, que parce qu'il opère de façon différente et plus dispersée, etc., en utilisant des moyens de préparation et de combat beaucoup moins attendus, donc beaucoup plus inattendus, il y a un objectif accru d'anticipation. Donc je pense que c'est non seulement, donc c'est que c'est exacerbé, à la fois l'objectif d'anticipation est exacerbé dans la guerre contre le terrorisme, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle, et les moyens aussi, les moyens technologiques qu'on a à notre disposition, en l'occurrence pour nous depuis 2020, à mon avis, exacerbent notre intention d'anticiper et nos opérations tournées vers cet objectif d'anticipation. Je posais la question parce qu'en fait, l'intitulé, c'est « Comment finit Barkhane ?» En fait, il faut quand même... peut-être qu'on aurait dû commencer par ça. Certes, l'opération Barkhane a été officiellement stoppée le 9 novembre 2022. En réalité, elle a perduré. Elle a perduré, même si les opérations étaient bien moins importantes, elle a perduré depuis un an. Puisqu'officiellement, il y a encore des soldats français qui sont positionnés au Sahel pour lutter contre les groupes djihadistes. Il n'y a plus d'opération en tant que telle, mais il y a ce déploiement qui existe. Bon, évidemment, au Niger, les soldats sont en train de quitter le pays. Il ne restera plus que le Tchad, finalement, et au Tchad, il n'y a pas les groupes contre lesquels l'armée française se bat depuis une dizaine d'années. Mais on est encore, en fait, dans cette guerre contre le terrorisme au Sahel. Et c'est important, à mon sens, de le rappeler, peut-être parce qu'il y a justement un combat de transparence à mener, notamment ici au Parlement, qui n'a pas été mené pendant des années, pour tout un tas de raisons. Et ce combat passe notamment par tirer les leçons de cette opération Barkhane. Et je voulais, pour le coup, rebondir sur ce que Marc-Antoine, tu as dit un peu plus tôt. Alors moi, tu as parlé d'échec, un échec politique, un échec diplomatique, un échec militaire. Je pense que à peu près une grande partie de la communauté des chercheurs s'accorde sur ce terme. En off, un certain nombre de militaires s'accordent sur le thème d'échec
politique, jamais d'échec militaire, mon Dieu, ça n'existe pas. Et chez les responsables politiques, hormis ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, la plupart s'accordent eux aussi à admettre que c'est un échec, et on peut l'entendre à droite comme à gauche. Mais j'aimerais revenir sur cette notion d'échec militaire, parce que quand même, c'est pas négligeable. Finalement, est-ce que on peut vraiment... Moi, j'ai mon idée, mais c'est un débat qu'on peut avoir. Autant l'échec politique, il est, je veux dire, difficilement contestable, autant l'échec militaire peut encore être débattu. Alors, est-ce que tu pourrais développer un peu cet aspect d'échec militaire, Marc-Antoine ? Oui, alors, il y a, bon, sur le plan spatial, c'est clair, quand on intervient début 2013, les groupes djihadistes sont dans le nord du Mali, ils vont se disperser dans la région suite à l'intervention française, et ensuite, ces groupes vont faire des émules, et ça va commencer à descendre vers le sud, notamment le centre du Mali. Donc, sur le plan purement, et puis la zone des trois frontières, hein, vers le Burkina Faso et le Niger. Donc, sur le plan purement cartographique, on voit qu'il n'y a pas de stratégie d'endiguement. Hein, donc, de ce point de vue, on peut dire qu'il y a un échec militaire. Mais la question de l'échec militaire, en fait, renvoie aussi à d'autres dimensions. Il y a une dimension locale qui est quelles étaient les attentes locales. Et il y avait une attente qui était effectivement une attente de protection que ne fournissaient pas les États de la zone. Et là-dessus, il y a eu des frustrations très fortes parce que l'armée française disait bah non, nous, notre préoccupation, c'est de combattre les groupes terroristes. Or, moi, je suis toujours frappé par ces cartes de la région où on voit, alors ça, c'est la zone État islamique au Sahel, ça, c'est Acmi ou Jnim, ça, c'est Mudjao, ça, c'est ce que vous voudrez, etc. En réalité, dans toutes ces zones, vous avez des strates de violence. Et vous avez des groupes armés que, pour certains, on qualifie de terroristes et de djihadistes, pour d'autres, de voleurs de bétail, de trafiquants de drogue, de tout ce que vous voudrez, ou de milices communautaires qui vont s'entretuer pour essayer d'accaparer les terres des voisins. Et tout ça s'entremêle. Donc déjà, ça montrait aussi un défi formidable pour l'armée française, c'est que quand vous arrivez dans ces zones-là, comment extraire ce qui relèverait de l'appellation terroriste par rapport à un travail de police, en fait, qui est sur les voleurs de bétail, et qui est en fait la demande locale. La demande locale, les craintes en termes de sécurité, c'est le banditisme rural, c'est les coupeurs de route. Et ça, évidemment, ce n'était pas le job des soldats français que de devenir des vachers pour encadrer, comme du temps des colonies d'ailleurs autrefois, hein, le passage des troupeaux des peuls à travers des terres cultivées ou ce genre de choses. Donc là, on voit bien qu'il y avait déjà un déphasage. Et effectivement, on voit bien aussi que la façon dont les militaires, mais ça c'est pas que les militaires français, hein, j'ai eu le même genre de raisonnement sur les militaires américains qui considèrent que l'opération Restore Hope en Somalie a été un succès, ou que d'autres considèrent que l'opération militaire en Libye a été également un succès, c'est qu'il peut y avoir des termes très techniques sur une cible à atteindre. Et si vous atteignez cette cible, vous dites bah, c'est bon, j'ai fait le job. Donc il y a ce qu'on appelle la stratégie de décapitation, qui consiste effectivement à couper les têtes de pont des réseaux djihadistes, qui sont quand même des organisations extrêmement nébuleuses, et qui ne répondent pas forcément d'ailleurs très bien aux définitions du droit international humanitaire sur une organisation armée, parce que les allégeances à ces groupes sont extrêmement fluides. On voit des combattants qui, de temps en temps, sont des voleurs de bétail, le lendemain travaillent pour des groupes séparatistes ou rejoignent des groupes djihadistes. On voit que tout ça est extrêmement fluide. Et donc, là, il y a vraiment un souci aussi sur la façon de comprendre quel est le critère de succès d'une opération militaire. Et clairement, les critères des militaires ne sont pas forcément ceux qu'attendent les autochtones, pour les appeler ainsi, ou même, disons, la population française, au regard de ce qui pouvait être attendu en termes de menaces djihadistes. Donc la stratégie de décapitation a fait l'objet d'une littérature académique très riche aux États-Unis, où il y a, je dirais, 5% de chercheurs qui disent c'est efficace, et 95% de la communauté académique disent c'est complètement inefficace. Et ce qu'on a vu, ça vaut aussi sur Boko Haram, ça vaut aussi sur d'autres groupes djihadistes de la zone, c'est que tuer la tête de pont, du coup, fait qu'on n'a plus d'interlocuteurs pour éventuellement négocier, car après tout, il y a quand même des négociations, tout dépend après du périmètre des négociations, est-ce que c'est uniquement pour négocier la libération d'otages, de prisonniers, quel que soit le qualificatif que vous voulez leur donner. En tout cas, clairement, ça prive d'interlocuteurs, ça rend ces groupes encore plus difficiles à saisir, ça fragmente en fait aussi ces groupes, parce que souvent, du coup, les seconds couteaux, qui sont encore plus radicaux que les chefs, qui avaient au moins un pouvoir de commandement et une certaine légitimité, parce que c'était des vétérans de la lutte, tout ça disparaît, effectivement, et donc, couper les têtes de pont peut revenir de ces groupes djihadistes, peut être en fait contre-productif. Donc il y a même une réflexion que je pense à pousser
mais pas uniquement au sein des cénacles militaires, sur la question des barèmes du succès. Et je pense que, parce que ça c'était dans le rapport de mesdames Mauborgne et Serres, ils disaient, regardez, Barkhane a été un succès parce qu'on avait tant d'hommes qui étaient wanted et on les a dégommés. Oui, mais sauf que la situation sur le terrain, du coup, se décomposait, la scène insurrectionnelle se fragmentait et ça devenait encore plus difficile à gérer. Avec un autre problème que soulève la guerre contre le terrorisme, qui est de légitimer le tout militaire, le tout répressif. On s'interdit de négocier contrairement aux guerres contre-insurrectionnelles, ce n'est pas les mêmes doctrines. Donc on vous parle de déradicalisation plutôt que de démobilisation. Donc on n'a plus de carottes pour essayer d'amener les gens quand même à négocier, alors qu'il y a une volonté qui était clairement exprimée dans des assises au Mali, mais également au Niger et au Burkina Faso. Et non, on voit bien que nos armées ne peuvent pas venir à bout de ces groupes, il y a bien un moment où il faudra négocier. Et là-dessus, c'était un autre déphasage de l'opération Barkhane, c'est que la position de la France a toujours été on ne négocie pas avec les groupes terroristes, que ce soit celle du président Hollande ou du président Macron, qui en fait là aussi contrevenait aux souhaits des Sahéliens. Et quelque part, le fait que l'armée française se soit retirée du Mali, puisque c'était une des exigences d'Iyad Agali, qui est la figure de proue des groupes djihadistes dans la zone, c'était le départ des troupes françaises, peut-être que ça peut ouvrir aussi la voie de négociation, même si je ne pense pas que le gouvernement, la junte actuellement au pouvoir à Bamako, ait tellement de prédisposition pour négocier quoi que ce soit. Mais ça, c'est encore un autre débat. Donc je pense qu'il y a aussi une réflexion à pousser sur les critères de succès d'un point de vue militaire. Merci. Et alors, j'ai envie de pousser le bouchon un peu loin. C'est quelque chose, en fait, qui me saute aux yeux, moi, depuis quelque temps. Finalement, ça pourrait choquer un certain nombre de militaires et de responsables politiques, mais est-ce que le principal succès de cette opération Barkhane, finalement, n'aura pas été d'imposer une manière de voir uniquement militaire, et qui est aujourd'hui exploité à l'extrême par les juntes qui sont arrivés au pouvoir dans les pays concernés. Parce que quand même, il faut rappeler que dès 2015-2016, au Mali, un certain nombre de notables locaux, d'élus, commencent à dire il faudrait peut-être qu'on commence effectivement à négocier avec Iyad Agali, avec Amadou Koufa. La France s'y oppose. Ibeka, lui, n'est pas complètement opposé, il écoute, mais bon, à l'époque, il peut difficilement s'opposer à la France. En tout cas, il ne fait pas le choix de s'opposer à la France. Et lorsque les juntes, lorsque les militaires prennent le pouvoir d'abord au Mali, ensuite au Burkina Faso, bon, au Niger, c'est un peu tôt pour pouvoir analyser ça, on s'aperçoit qu'au début, elles envisagent de négocier avec les groupes djihadistes. Et puis, alors là, moi, c'est quelque chose que je ne m'explique pas, il y a un basculement, et plutôt, alors qu'elles avaient commencé, que ce soit au Burkina ou au Mali, à poser des jalons pour une éventuelle discussion avec les groupes djihadistes, tout d'un coup, on décide de ne plus du tout discuter, et au contraire, d'employer la force, rien que la force, et d'une manière caricaturale, mais qui, quelque part, était la position de la France pendant des années. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est une question très importante. Alors, il y a plein de questions autour de ça. D'abord, il faut savoir qu'il y a toujours eu un dialogue avec les groupes djihadistes. Toujours. Que ce soit sur la question des otages, sur des cessez-le-feu ponctuels, quoi qu'il en soit, des positions françaises. Bazoum avait le téléphone des responsables de l'État islamique dans la zone des trois frontières. Ibeka n'était pas complètement hostile à l'éventualité d'une négociation, c'est en tout cas ce qu'on entend dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du côté des juntes ? Il faut voir, mais je crois que ça vaut aussi pour un président élu en Afrique vis-à-vis de son électorat. C'est très difficile de faire accepter à la population dans les capitales, et les capitales jouent un rôle très important, même si c'est encore des mondes très ruraux, de faire accepter le principe d'une négociation qui est forcément perçue comme un aveu de défaite ou d'impuissance, finalement, de la part des pouvoirs en place. Alors je pense que sur les juntes, c'est ce qui est en train de se jouer, de montrer les muscles, même si, mais ça j'ai pas d'informations à ce sujet, même si peut-être il y a toujours des dialogues par derrière, je n'en sais rien. Ça, c'est toujours évidemment très difficile de connaître un peu ce qu'il en est sur le terrain.
Donc cette volonté de conforter l'idée que la légitimité du militaire, elle se joue à la fois sur le rejet de l'ancienne puissance coloniale, et ça on joue à fond sur cette carte-là au Burkina, au Mali et au Niger, et également effectivement sur la capacité à en finir avec la menace djihadiste, même si les échos qu'on en a sur le terrain ne semblent pas du tout aller dans ce sens. Je ne serais pas étonné à titre personnel de voir qu'en fait il y a toujours des canaux de dialogue. Mais dans quel sens ils vont, je n'ai pas beaucoup plus d'informations. Je ne peux pas beaucoup plus répondre à cette question.